très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission, l'autre journal. Le premier, après les fêtes de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous pensons que vous êtes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Nous allons renouer avec le débat sur l'actualité sociopolitique togolaise. Nous allons parler au cours de cette émission, nous allons encore revenir sur le Petrol Gate, le rapport d'Audi, ce que la société civile en pense. Nous allons aussi aborder la loi de 1901 qui est actuellement au cœur du débat dans notre pays. Nous allons terminer avec le voyage de Faure Gnassingbé à Paris la semaine dernière. Ce qui en découle, quel regard portons-nous sur ce voyage? Avec nous, nous avons des invités. Un invité, il n'est pas habitué de ce plateau, c'est sa première fois sur ce plateau. Il est le président de l'association des victimes de torture au Togo. Il s'appelle M. Kao Acholi. M. Kao Acholi, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est votre première fois sur ce plateau de l'autre journal. Vous regardez très souvent l'autre journal. Bien évidemment, je suis vos diffusions et puis j'écoute souvent ce qui se passe, l'actualité comme vous la développez. Et puis, bon, c'est un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui à vos plateaux. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est un acteur de la société civile très engagé dans les questions sociopolitiques au Togo. Notre second invité, c'est un habitué. Emmanuel Sogadi, bonjour. Bonjour, Isidore. Comment tu vas? Nous rendons grâce à Dieu. Et je rappelle qu'il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Et c'est lui qui va débattre de ces sujets avec nous, accompagné de notre frère M. Kao Acholi. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet, le Petrol Gate. Emmanuel, entre-temps, lorsque ce dossier a éclaté, vous avez saisi ou bien vous êtes constitué partie civile et vous avez déposé une plainte à la justice togolaise. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette plainte-là? Merci beaucoup et je voudrais aussi dire mes salutations spéciales à tous les téléspectateurs, à tous les amis, les fans de cette émission, l'autre journal, et qui suivent les actualités à travers cette émission. Et le dossier de Petrol Gate est un dossier qui passionne et qui préoccupe certaines catégories de citoyens que nous sommes et certaines organisations de la société civile que nous sommes, et également au plan international qui doit aussi préoccuper tout citoyen lambda. Et nous, à l'époque, lorsque le dossier a commencé dans le mois de juillet 2020, nous nous sommes dit nous ne devons pas nous mettre en marge de cette affaire parce que c'est un sujet d'intérêt général. Et lorsqu'on parle de dossiers, de cas de corruption et de cas de détournement des deniers publics, pour une organisation de consommateurs, ça doit être le premier réflexe que les premiers responsables de ces organisations doivent développer pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, quel est le fond. Et ce qui nous avait amené à prendre des informations dans l'alternative, à faire des recoupes par-ci, par-là, et à décider que nous puissions nous constituer en partie civile. Parce que nos conseils, nos avocats nous ont donné des conseils comme ça devait être, comme toute organisation, et ils nous ont dit nous n'avons pas la marge si ce n'est pas que nous nous constituions en partie civile, pour demander aux juges d'abord d'enquêter et de vérifier que les informations qui ont été révélées et comment sont ces informations-là pour se prononcer, parce que qu'on ne veuille ou pas, on fait des enquêtes et le juge se prononce. Pour ça, le juge cherche et demande qu'on fasse des enquêtes. Donc aujourd'hui, nous sommes constitués en partie civile, on doit fixer une caution de 300 000 et qui était un peu élevée par rapport à ceux qui avaient la possibilité de payer une caution pour qui c'était fixé à 100 000. Mais nous nous sommes tournés vers les consommateurs qui ont mobilisé les 300 000 au plus dans 5 jours, si j'avais bonne mémoire. Ce qui nous a amené à aller verser ces 300 000-là le 3 août 2020, puisque nous avons déposé notre plainte le 30 juillet 2020. Donc, c'est juste pour dire aux téléspectateurs que nous avons
tout le dossier à mémoire et pour leur faire savoir que nous suivons de tout près ce dossier. Et donc le 3 août, la caution a été payée, on a eu la quittance, mais on attendait que le juge d'instruction ou le juge d'instruction puisse donner une information à notre avocat et qui pourra nous dire « Ah, cher client, vous avez honte de demander telle information à votre endroit ». Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à cette date, nous n'avons pas encore eu une réaction du doyen des juges d'instruction qui est à la charge de pareil dossier. Nous ne présumons pas, comme on peut le dire, de leur mauvaise foi, mais nous, comme on le dit le plus souvent, nous présumons de leur bonne foi. Parce que nous continuons sur le dossier par rapport à ce qui se passe au tribunal, ce qui s'est passé à la première instance au tribunal par rapport aux accusations de diffamation qui ont été portées contre le directeur de publication Ferdinand Ité et le journal L'Alternative, qui est aujourd'hui à la cour d'appel suite à l'appel que les avocats de la défense à la première instance ont formulé, donc qui aujourd'hui continue son cours. Mais en réalité, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a eu des gens qui tapissent dans l'ombre et qui veulent faire croire que le dossier n'a pas eu raison d'être et que ce sont des gens qui veulent salir le nom de personnes qui ont été évoquées dans le rapport. Je voudrais dire à ces personnes que ce n'est pas le lieu de dire qu'on veut salir le nom de qui que ce soit, mais c'est le lieu de laisser la justice faire le travail et d'inviter la justice à faire un travail sérieux. Parce que si des gens, quelqu'un prend son temps pour vérifier, pour recouper les informations et vous dit c'est le résultat sur lequel je suis tombé, et vous qui tapissez dans l'ombre, vous ne faites rien, excusez-moi si je le dis, mais vous avez la possibilité de commenter et vous faites des commentaires de ce genre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent encourager le détournement du deniers public. Même si c'est 2000 francs qu'on dit que Emmanuel Sogadi a pris, la personne à qui appartient cet argent a l'obligation de me dire mais est-ce que tu as pris l'argent? À quoi ça a servi? Est-ce que l'argent, les 2 millions sont destinés à faire ce que tu as fait avec? Donc on a l'obligation de me poser cette question. Mais aujourd'hui on parle des milliards et des gens sont en train de faire le tourner en bourrique ici en faisant des déclarations par-ci par-là. Bon, c'est leur point de vue. Mais je crois que nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo et avec le conseil de nos avocats, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Je veux rassurer les téléspectateurs parce que la dernière fois, il y a un téléspectateur qui nous a interpellé en disant mais vous avez dit que vous êtes constitué en partie civile depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, on n'entend rien de votre affaire. Qu'en est-il? Je voudrais leur assurer que nous, on est sereins. Et que, comme on dit le plus souvent, l'histoire le maître, l'histoire est le bon juge. Donc c'est lui qui nous dira si la constitution en partie civile dont nous a été question le 30 juillet 2020, avec les cautions et ainsi de suite, si nous avons raison de nous constituer en partie civile. Et je suis rassuré que nos aînés, nos frères togolais, togolaises qui sont juges, ils auront le courage de dire que vraiment c'est un travail bien fait et que ça a été un détournement des deniers publics, des cas de corruption et d'influence d'abus d'autorité et qu'ils puissent se prononcer pour situer les Togolais. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le Togo a adhéré à plusieurs instruments de lutte contre la corruption au niveau de la CEDEAO, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UEMOA et même dans la Sénat juridique togolais, on a des instruments qui luttent contre la corruption. On ne va pas les faire, et même la A+ qui a été mise en place, c'est pour lutter contre la corruption. Nous n'allons pas nous plaire aux institutions internationales et nous déplaire au plan national. Donc, c'est juste pour dire que chacun doit jouer sa partition et nous, on reste serein dans cette affaire. Okay, merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur Kawa Tcholi, je reviens vers vous. Dans sa plainte, la LCT a porté plainte contre X1, celui qui a, ou bien ceux qui ont détourné ces 500 milliards, c'est même plus, d'après les rapports qui est sorti la dernière fois. Dans ce rapport d'audit, il y a des personnes qui sont citées. Donc, on ne donnerait pas raison à la LCT d'avoir fait cette action-là. Oui, je crois que, comme l'a développé Emmanuel, la vérité, elle est là.
Bon, maintenant, les suites à donner à cette vérité, c'est ça qui pose problème. Par rapport aux informations ressorties par l'alternative suite à ces enquêtes, ces investigations, je crois qu'il y a des éléments très importants dedans. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est la personnalité morale, la personne morale qui devrait constitutionnellement selon les prérogatives qu'il dispose conformément à la Constitution, devrait se saisir de cette information et mener des investigations judiciaires. Mais contre toute attente, c'est une stratégie de fuite en avant, du faux fuyant qui a été mise en branle. Et on a constaté que c'est le journaliste qui est traqué par la justice, contrairement à ce qui devrait être. Et donc, comme l'a dit Emmanuel, nous suivions ce dossier depuis l'information lorsque Ferdinand a pris sur lui de mettre sur la place publique les informations dont il disposait. Et donc, lors du procès, il y a eu des éléments très importants qui sont sortis. J'y étais le premier jour d'audience et j'ai compris que on était au tribunal, mais on n'avait pas de juge, c'est-à-dire des personnes qui devraient être à la recherche de la vérité, et on n'en avait pas. Et donc, j'ai vu les gens assis au siège, dans leur siège comme répondant au nom du ministère public, comme des juges, mais je crois qu'on avait tout sauf les juges parce qu'ils avaient prouvé suffisamment qu'ils n'étaient pas là pour la manifestation de la vérité, mais pour protéger les mises en cause dans le dossier. Pourquoi je le dis? C'est au cours de l'audience également que j'ai pris connaissance. D'abord, c'est le conseil qui a fourni un document au juge lui prouvant que le gouvernement s'était autosaisi du dossier par le truchement, je crois, de la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, c'était pour lui prouver que du moment où le gouvernement s'est saisi du dossier, le volet judiciaire devrait attendre que les informations données par l'alternative soient confirmées ou infirmées par les pouvoirs publics avant que le volet judiciaire ne soit mis en branle. Et contre toute attente, les juges ont balayé du revers de la main. Et tout ce qu'il faisait que dire, c'est que Ferdinand apporte ses preuves. Mais jusque-là, Ferdinand a déjà sorti ses informations. Vous demandez les preuves. Bon, là, il vous dit que oui, il y a des institutions mieux placées qui se sont saisies, qui sont habilitées à vous donner d'amples informations par rapport à mes enquêtes. Et c'est le gouvernement. Veuillez donc patienter ou saisissez le gouvernement pour avoir des informations relatives à ce que j'ai ressorti dans le document. Ils disent non, qu'ils veulent les preuves de Ferdinand. Mais ce qui m'avait énervé, puis depuis là, je ne suis plus retourné au procès. Donc, nous sommes en train de voir d'autres alternatives par rapport à ce dossier, parce que c'est la preuve que la justice nationale ne veut pas faire le travail. C'est-à-dire que ce dossier est tellement hautement politique que nos juges, comme on les connaît, corrompus, ne peuvent pas avoir le courage de dire le droit. Et donc, il faut voir ailleurs. Entre-temps, j'ai essayé de parcourir ce document et j'ai compris que
je ne sais pas si ce sont les députés, quoi qu'on dise, c'est une assemblée mécanique quand même, mais sur ce dossier, je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et je ne sais pas si ce sont les députés qui ont saisi la présidente de l'Assemblée ou comment, par quel mécanisme la présidente a pu écrire au ministre du Commerce, je crois, par rapport aux informations ressorties par le journal L'Alternative concernant la commande des produits pétroliers. Et le ministre a répondu en reconnaissant, si je peux me résumer, que il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à ce que le journaliste a dit, et il a reconnu qu'il y a des imperfections dans ce secteur et qu'il y a des choses vraiment à professionnaliser, à revoir, donc à revoir. Donc, voilà. Mais nous avons vu la position des juges. Par après, le dossier a évolué. Et nous avons compris que l'audit a été fait depuis longtemps et les experts l'ont démontré à l'autre dernière conférence de presse. Emmanuel a essayé de nous montrer, nous qui sommes naïfs en matière d'économie, il nous a démontré par A plus B comment ce que voudra dire l'audit. Et donc, là, selon mes analyses, j'ai compris que ce document était sorti depuis longtemps. Et il était censé être remis aux mises en cause pour qu'ils apportent la preuve contraire. Et donc, avant la sortie du rapport final, puisqu'il y a des dépenses qui ont été faites sans traçabilité. Ça remonte à plus de 100 milliards. Il y a des dépenses qui ont été faites dont les mises en cause disent avoir des justificatifs, n'est-ce pas? À cela, les experts demandent les pièces comptables. Est-ce que vous voyez? Et je crois que c'est à partir du moment où l'enquête a été entamée et qu'il y a eu cette collaboration, le problème ne se poserait pas si les mises en cause avaient accepté collaborer avec les enquêteurs. Là, contre toute attente, ce sont les mises en cause maintenant qui commencent par attaquer le rapport en ressortant les informations du rapport sur la place publique. Vous comprenez? Et ils n'ont pas répondu aux sollicitations des inspecteurs. Mais ils ont commencé par attaquer le rapport en sortant les informations. Vous comprenez? C'est une action délibérée de faire saboter l'enquête. Si vous voyez. Entre-temps, l'information, l'audit est tombé sur la place publique. Les mises en cause ont pensé être les seuls détenteurs parce que, naturellement, c'est à eux que les inspecteurs ont remis les documents. Voilà. Certainement que c'est par leur truchement que l'information est sortie, l'audit est sorti sur la place publique. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons reçu ces documents, nous l'avons analysé, étudié avec l'appui des techniciens en économie et nous avons compris qu'il y a des informations très importantes dans ce document d'audit et qu'il ne fallait pas qu'on se taise, connaissant bien le régime, le pouvoir qui a toujours brillé par son opacité en matière de gestion des choses, des finances publiques. Partant de là, nous nous sommes dit donc, d'accord, si tel est le cas, on ne peut pas se taire parce qu'il y a une volonté de saboter le rapport. Et cette volonté, elle se trouve au sein du gouvernement, autour des collaborateurs du chef de l'État. Et donc, ça va porter préjudice à la nation, au peuple togolais, si la société civile se taisait. Là, nous avons pris sur nous maintenant de rendre public cet audit. Voilà. Et naturellement, nous avons vu les réactions par rapport à cet audit. Ce qui est extraordinaire est que le gouvernement n'a pas mis en cause la crédibilité du rapport. Mais il parle
j'ai écouté le ministre Rimois qui a parlé de la fiabilité des informations qui ont été relevées dans le rapport. Et là, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris, mais moi je l'ai compris sur 2 points. Dans un premier temps, ils avaient reçu l'information, ils avaient reçu l'audit, mais ça ne les arrangeait pas à continuer l'enquête, alors qu'ils devraient aller dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Secondo, ils étaient étonnés de voir le document sur la place publique. Mais ce qui est bon pour le Togolais lambda, c'est que par sa sortie, la sortie de Christian Trimois, on comprend que ce document est vraiment crédible, même si les informations, certains pensent qu'il n'est pas fiable, l'audit n'est pas fiable. Je crois que la fiabilité, elle est relative. Hein. Oui, c'est pas parce que Isidore ne fait pas confiance à une chose qu'elle n'est pas vraie. C'est pas parce que je ne vais pas faire confiance à quelque chose qu'elle n'est pas vraie. Non, la vérité de la chose, elle réside dans les éléments, dans les preuves qui sont ressorties du document. Et donc, quelqu'un peut ne pas faire confiance, ce n'est pas un problème. Ça ne met pas en cause la véracité des éléments relatés dans l'audit. Voilà. Merci beaucoup, M. Acholi. Emmanuel, quand on vient de l'évoquer tout à l'heure, c'est sur interpellation de la présidente de l'Assemblée nationale que le ministre du Commerce a réagi et qui a répondu qu'il y a un travail en cours, c'est-à-dire parler de l'audit là, hein, pour détecter si vraiment il y a des détournements ou pas. Et aujourd'hui, on voit le rapport qui circule maintenant que comme notre ministre de ce même gouvernement sorte, réagit et qui dit que le gouvernement n'a jamais commandé d'audit. Vous voyez quoi que c'est un paradoxe là? C'est vrai que si quelqu'un ne connaît pas le Togo, ça peut l'étonner. Non, c'est vrai, si quelqu'un ne connaît pas le Togo, la personne peut être étonnée. Oui. Mais je crois que moi je ne suis pas étonné de la réaction du ministre Trimois. Parce que, comme vient de le dire mon collègue, le camarade Kao, le président Kao, c'est que on est dans un pays où on passe toujours par tous les moyens à ne pas laisser que la vérité apparaisse. Et la suite du gouvernement, c'est qu'ils veulent tromper la vigilance du peuple pour dire ok, il y a une information qui est sortie dans la presse, on a dit qu'on a détourné des milliards dans le secteur du pétrole. Des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Et que nous, qui sommes gouvernement, nous sommes préoccupés par la transparence. Donc nous avons demandé qu'on fasse un audit pour montrer au peuple que nous sommes transparents et qu'après dire que l'information qui a été sortie, les gens qui ont travaillé n'ont pas fait un travail professionnellement. C'est juste ils sont en train de nous montrer le vrai visage des stratèges de l'impunité. Le vrai visage des stratèges de l'impunité. C'est que pour ceux qui ont pour impunité une règle d'or, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font semblant que nous allons travailler sur le dossier et après ils disent que ceux qui sont sur le dossier n'ont pas bien fait le travail et ils abandonnent. C'est la stratégie qu'ils veulent adopter. Maintenant, en allant sur le fond du travail qui a été fait, et en tant que quelqu'un qui connaît un peu de ce que nous appelons une mission d'audit en matière de la comptabilité, je peux dire aujourd'hui que dans un travail d'audit, par exemple dans le cas d'espèces, c'est le ministre en charge de l'économie des finances qui, sous lequel est placé l'inspection générale des finances, qui donne la lettre de mission. Ok? Seule une copie a été envoyée à la structure qui héberge, au ministère qui héberge l'institution qui doit être auditée. Donc, la lettre de mission, comme la Liberté l'a fait paraître dans les dernières parutions, a été signée par le ministre Sani Yaya et qui a montré, une mission montre, définit le champ, c'est-à-dire la mission doit concerner quoi et quoi. Ça définit les champs de la mission. Et ça a été bel et bien signé par le ministre Sani Yaya. Maintenant, si une copie a été envoyée au ministre ADJ, c'est parce que le secteur, le comité qui est placé sous son autorité. Donc, on doit l'informer pour dire qu'il y a une mission de dit qui vient
pour vérifier la gestion des fonds dans telle structure qui est sous ton département. Et ce que les gens pensent que c'est le ministre, selon ce que le ministre, certains ministres disent, c'est que, eh bien, certains journalistes disent, c'est que ce serait le ministre Adédié qui aurait changé entre-temps et l'objet de la mission d'audit, de la lettre de mission. Bon, moi je ne suis pas là pour dire que le ministre Adédié n'a pas fait, mais je peux, par rapport à ce que Liberté a fait sortir la dernière fois, la lettre de mission, c'est signé par un autre ministre. Donc, ce qui est signé par notre ministre, je ne peux pas changer le contenu pour l'amener et intimider l'ordre à mon collègue de signer. Si on est dans un pays normal, je ne crois pas que c'est ainsi aussi. Maintenant, de ce fait aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? La lettre de mission, elle est là. Elle a défini. Maintenant, comme le président Kao vient de le dire, l'information a fuité par rapport au rapport provisoire qui a été donné aux personnes concernées pour dire quels sont vos points de vue sur les irrégularités que nous avons évoquées. Une mission d'audit, c'est que lorsqu'on vient, on dit, vous devez vérifier combien d'ordinateurs on a acheté, et le salaire, tout, par exemple. Okay? Et après, vous allez vérifier si les documents sont probants, c'est-à-dire sont crédibles, sont acceptables. Est-ce qu'il y a le nom du fournisseur dedans? Est-ce qu'il y a la date où le paiement a eu lieu? Est-ce que quelqu'un a déchargé? Est-ce qu'il y a eu une lettre de livraison des ordinateurs achetés? Ainsi de suite. Il faut vérifier tout ça là. Est-ce que, selon la facture de commande, c'est le nombre qui a été commandé, qui a été livré? Tout ça là, on vérifie tout. Maintenant, s'il y a des irrégularités, c'est que soit la cantine n'est pas conforme, soit les marques commandées n'ont pas été livrées. C'est-à-dire la qualité a été sous... C'est-à-dire, on a commandé une qualité supérieure et on vient de vous livrer une qualité inférieure, par exemple. Donc, les auditeurs doivent vérifier tout ça là. Maintenant, s'il y a des irrégularités, l'irrégularité doit être chiffrée. Parce qu'on est en comptabilité, on n'est pas en philosophie non plus, ni en théologie. Donc, c'est en comptabilité, ça doit être chiffré pour voir ça correspond à combien. Maintenant, si vous arrivez, on vous donne le document, on vous dit, justifiez-nous cet écart. Si vous arrivez à justifier, vous donnez ça aux auditeurs. Et si l'auditeur est convaincu, ils mettent ça dans le rapport. Ils intègrent dans le rapport. Et ça veut dire que le premier rapport que vous avez, c'est ce que nous appelons le rapport comment on appelle, provisoire, la version provisoire du rapport de dit. Et après ça, lorsque vous justifiez, vous donnez des informations dont les chargés de mission vous ont demandé, on intègre ça à la version provisoire pour que ça devienne la version définitive. Mais malheureusement, dans le cas d'espèces, lorsqu'ils sont à l'étape de la version provisoire, ça a commencé par fuiter dans la presse. Aujourd'hui, ces personnes, les mêmes personnes disent que nous n'avons pas été, on ne nous a pas questionné pour voir si tels sont les 2 milliards, les 476 milliards entre eux pour tout, dont il a été question dans le rapport provisoire, par exemple, si c'est nous qui n'avons pas pu justifier, c'est faux, il faut qu'ils disent devant Dieu, devant les hommes. Okay? C'est vrai que s'ils défendent quelque chose, ça fait leur problème, mais devant leur conscience, devant Dieu, devant les hommes, il faut qu'ils nous disent la vérité. Moi, j'estime et je crois que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent en disant qu'ils n'ont pas été consultés. Enfin, secondo, pour ce qui concerne les irrégularités, par exemple, on dit qu'il y a certaines dépenses qui ont été faites et dont on ne retrouve pas les factures. Il y a certaines qui ont été enregistrés et qui ont été surfacturés. Il y a ces factures que, au lieu de faire 10 000, on fait 100 000 par exemple. Donc vous devez rembourser les 90 000. C'est dada. Le comptable, même si un comptable de la classe de seconde par exemple en comptabilité, peut reconnaître ça, que ça, on n'a pas retrouvé le montant là. Vous savez. Donc ce qui fait que tous ces montants là sont des irrégularités constatées. Et donc, lorsque vous n'arrivez pas à répondre, à trouver des documents, de la manière dont les documents ont été faits, on est dans le regard de vous dire que vous avez détourné le fonds. Jusqu'à preuve du contraire, où vous venez pour dire, messieurs les auditeurs, voici les documents qui prouvent que les 465 milliards dont vous dites, c'est de cette manière que ça a été fait. On a vu dans le rapport, on a dit que des ministres prenaient de l'argent cash à une agence dans une banque au Togo. Maintenant, cet argent dont vous prenez cash, ça servit à quoi? Dites-le nous.
C'est vrai qu'à l'époque, à l'approche des élections, on sait qu'on augmente les prix des produits pétroliers et lorsque nous, organismes de consommateurs, on veut manifester, il y a des gens qui passent par derrière qui viennent nous dire si tu veux vivre, il faut plus manifester, il ne faut pas faire ceci parce que les élections approchent, les gens vont chercher de l'argent pour l'organisation. Je ne dis pas que c'est ceux qui font des élections parce qu'il n'y a pas de preuves, mais je dis, même si c'est de ça, que les gens puissent dire à ceux qui les renvoient pour faire ça, que c'est à ça l'argent a servi. Aujourd'hui, on nous dit que nous l'avons détourné. C'est que ça fait leur cuisine interne. Maintenant, qui ne nous trompe pas pour dire que nous n'avons rien touché et que ce qu'on est en train de dire est une diffamation et on est en train de mentir pour dans nos comptes, il ne faut pas qu'ils nous trompent. Si quelqu'un n'a jamais fait le secteur pétrolier là, c'est celui qui dira qu'il n'y a pas eu de détournement. Moi, dans notre famille, ce qu'on appelle le produit pétrolier, on en sait quelque chose. Okay? Mais ça veut dire que le secteur pétrolier est un secteur qui fait beaucoup de retours sur l'investissement. Les gens aiment ce secteur parce que le revenu, l'intérêt est fixe. Par exemple, les stations, ça fait 15 francs. Okay? Et donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent dans le jeu, ce qui fait que le secteur pétrolier est un secteur à problème en matière de gestion. Okay? Ceux qui sont là pour gérer veulent passer par tout le monde pour s'enrichir en même temps. Maintenant, si vous venez, ce n'est pas seulement des gens pensent que c'est seulement la gestion qui a fait que on a chiffré ces montants-là à des milliards. Par exemple, la gestion de la péréquation. La péréquation, c'est quoi? C'est une ligne qui est là pour supporter les frais de transport des produits pétroliers sur le territoire national. On dit, si tu quittes Lomé, par exemple, à Tapamé, c'est tel nombre de litres francs par litre qu'on doit te payer. Maintenant, vous remarquez qu'à Lomé et Golfe Agoué, il y a plus de 60% des stations-service. Vous voyez. Donc ça veut dire que si on paie la péréquation aux sociétés pétrolières, ça veut dire que plus de 60% va encore revenir. Je m'explique bien. Plus de 60% va encore revenir. Et qui gère ces 60%? Puis ceux qui sont à Lomé, c'est seulement 11 francs qu'on leur paye pour le transport. Si tu as 10 000 litres, ça fait 10 000 fois 11 francs. Ok? Maintenant, le reste du montant, le cas de la péréquation, je donne l'exemple, je ne vais pas donner, je vais dire, comment on appelle, faire le calcul pour que les gens comprennent. Je vais les donner des exemples pour qu'ils fassent des simulations pour comprendre. Si on dit que la péréquation est 10 francs le litre, par exemple, lorsqu'on te paye Lomé, Golfe et Agoué, 11 francs par litre, ça veut dire qu'il reste combien dans les 20? Il reste 9 francs. Donc les 9 francs fois les 10 000 litres que tu as transportés seront versés dans une caisse. Et qui va gérer cette caisse-là? On ne sait pas où va cet argent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème criade où il y a certains groupes qui sont là et qui demandent à ce que d'autres sociétés payent et qu'eux autres ne payent pas. Et vous voulez poser la question, ils disent que nous on a une station à Saint-Cassé. Vous avez une station à Saint-Cassé, mais par contre, toutes les autres stations sont à Lomé, Agoué et Golfe. Ok, donc ça veut dire qu'il y a ce cas d'argent-là qui peuvent être estimés à des milliards et qu'on ne sait pas qui sont ces personnes-là qui sont en train de les dépenser, de les utiliser et pour qui on ne sait pas. Donc, si je donne ce tenant, c'est pour dire que les gens vont penser que c'est seulement au niveau du comité de gestion de fluctuation des produits pétroliers que le gouvernement se pose, mais la péréquation aussi, la manière dont on le gère d'hier jusqu'à aujourd'hui est un problème et des détournements aussi sont à signaler dans ce secteur. Donc, en résumé, le rapport provisoire qui est sorti aujourd'hui, les gens n'ont qu'à comprendre que si les personnes qui sont doigtées nous disent en toute réalité qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils nous prouvent que pour telle ligne par exemple, voici les documents de preuve que nous avons. Mais les auditeurs vont se prononcer. Et soit ils vont l'enlever et le montant dont on va déclarer sera réduit. Soit ils le maintiennent parce qu'ils n'ont pas pu prouver, par exemple. Donc au cas contraire où ils n'arrivent pas à le faire, c'est ça quoi. Par rapport aux déclarations du ministre Trimois, moi je ne sais pas si il a bien analysé ce qu'il dit avant, ce qu'il veut dire en sortant ces mots. Parce qu'un rapport d'audit n'est pas un document où
excusez-moi, on saute sur ça pour se prononcer. Lui, en tant que ministre en charge des droits de l'homme, ou des fonctionnaires de l'État togolais ont fait une mission, il doute de ça, il est en train de mettre ces fonctionnaires-là en danger. Il est en train de mettre ces fonctionnaires-là en danger. Parce qu'un fonctionnaire un inspecteur qui a prêté serment, et qui a fait un travail, qu'on le veuille ou pas, nous, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire aujourd'hui que le travail est bon ou pas, parce qu'on n'a pas encore la version provisoire, et on ne peut pas juger aussi. Mais nous présumons que le travail était très bien. Parce qu'une mission, vous commencez, vous finissez la mission, vous produisez le rapport provisoire, vous rencontrez les personnes, après vous finissez, vous produisez le rapport définitif. Et si lui, en tant que ministre, en charge des questions des droits de l'homme, met en cause les auditeurs d'une mission de telle envergure, ça veut dire qu'il est en train de les livrer au verdict populaire. Parce que ceux qui sont contre ce rapport vont dire que nous avons le ministre des droits de l'homme qui est pour notre cause. Voilà. Et ils peuvent s'adonner à n'importe quelle pratique qui sera dangereuse à la vie de ces personnes. Alors que la Constitution togolaise, alors que les instruments internationaux en matière de droits de l'homme disent que la vie est sacrée. On doit protéger ces personnes-là. Ils ne devaient même pas faire cette déclaration. Parce qu'ils sont des fonctionnaires. Si un fonctionnaire a fait un travail, si le travail n'est pas bien fait, aujourd'hui ils sont en train de parler des sanctions disciplinaires. Mais pourquoi lui, en tant qu'autorité, en tant que ministre, qui a des gens qui sont, même parce qu'il peut être ministre de la fonction publique, qui a des gens qui sont sous ces ordres, faire une déclaration que des gens là ont fait un travail qui n'est pas bien. Donc je crois que s'il devait corriger quelque chose, il devait avoir un regret d'avoir dit ça publiquement sur les antennes, parce que ça ne donne pas le courage de continuer. Merci beaucoup Emmanuel. Je rappelle que ce n'est pas que le ministre Trimoa qui appartient au régime qui doute de la crédibilité ou bien de la fiabilité de ce rapport. Il y a des gens, des personnalités, notamment de l'opposition, qui ont émis également cette idée-là. Nous allons revenir tout à l'heure après une pause pour parler de cela. Tout à l'heure.